L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors exceptionnellement, ce soir, nous n'allons pas parler de littérature. Et pourtant, c'est le récit d'une histoire qu'on va évoquer ce soir. C'est l'histoire d'une maladie. Une maladie, celle qui nous fait le plus peur, celle qui nous vole ce que nous avons de plus précieux, notre identité, notre mémoire, elle nous vole tout. Mais on ne sait pas ce que c'est que cette maladie d'Alzheimer, vous avez compris. Quelle zone du cerveau elle touche, comment on peut s'en sortir. Où en sommes-nous avec elle? J'ai envie de dire contre elle. Où en sommes-nous contre elle? Alors, pour la première fois, vraiment pour la première fois, le spécialiste internationalement reconnu de l'Alzheimer nous raconte, nous dit tout. En tout cas, l'état actuel des choses. Il vient d'écrire Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. Et vraiment, je suis extrêmement contente de vous recevoir, monsieur le professeur Bruno Dubois. Merci. Merci d'avoir pris du temps pour venir parler, votre temps qui est si précieux, pour venir parler avec nous de cette maladie. Alors, je vais dire quand même un peu votre bio. Moi, je savais qui vous êtes, mais je vais le dire pour mes auditeurs. Alors, vous êtes professeur de neurologie à la Sorbonne Université. Vous êtes président de la Société française de neurologie et chef du service des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous êtes aussi directeur d'une unité de recherche INSERM à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous êtes membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et directeur scientifique de la Fondation pour la recherche de l'Alzheimer. Et je pense que vous avez reçu le prix scientifique 2010 de la Fondation Énergie. Eh ben, dis donc, je me sens toute petite, mais on va essayer de faire une émission très simple. Considérez que je suis en CP, d'accord? Et puis, on va essayer, que nos auditeurs aussi sont en CP, parce que tout le monde n'est pas médecin ni neurologue dans mon auditoire. Alors, monsieur le professeur Dubois, vous rappelez dans votre introduction que cette histoire de l'Alzheimer est très tardive, en fait. Et vous dites que le 4 novembre 1906 est une très grande date. Vous voulez nous raconter un peu l'histoire? Oui, je trouve que c'est effectivement une très grande date, parce que la maladie mentale a été très longue avant d'être rattachée à un dysfonctionnement du cerveau. Et paradoxalement, c'est Alois Alzheimer qui, le premier, cette fameuse date en 1906, ayant suivi cette patiente qui avait des hallucinations, du délire. Auguste D. Elle s'appelle comme ça? Auguste D, absolument. Et conscient que ces troubles devaient résulter d'une altération de ses neurones, est allé jusqu'à attendre que cette patiente décède pour faire l'examen histologique de son cerveau et observer qu'il y avait des lésions neuronales. Et donc l'observation, c'est pas que l'histoire d'Auguste D, mais c'est la première fois que l'on va établir un lien entre un dysfonctionnement mental extrêmement sévère avec des hallucinations, des délires et d'une agressivité, des troubles du comportement finalement, à une altération des neurones. Donc on va rattacher, si vous voulez, pour la première fois, un dérèglement de l'esprit à une maladie du cerveau. Et ce qui est très intéressant et ce qui est notable dans cette affaire, c'est que ça se passe en Allemagne, et ça se passe à un moment où il y a une poussée très forte avec Sigmund Freud d'une approche totalement différente, et de dire finalement la maladie mentale est les résultats d'un trouble psycho-affectif au cours du développement de la personnalité du sujet. Et finalement, notre ami Alzheimer va rapporter cette observation en plein séisme lié à l'émergence de la psychanalyse. Et finalement, son observation va passer totalement inaperçue.
On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, exactement. Et c'est ça qui m'a paru intéressant, c'est de rappeler, si vous voulez, cet élément historique. Pourtant, les maladies neurodégénératives, elles ont été longtemps prises en compte, comme le Parkinson, etc. Enfin, c'est un changement radical, l'histoire de la maladie d'Alzheimer. Oui. Alors le Parkinson, parce qu'il y a des troubles moteurs, et là on a pu très facilement rattacher ces troubles moteurs à un dysfonctionnement du cerveau. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, surtout dans la forme décrite par Alzheimer, c'est une forme qui apparaît chez une patiente jeune, elle a une 50aine d'années, elle a 52 ans quand il la voit. Donc si vous voulez, un trouble mental chez une femme de 52 ans, vous évoquez plutôt une pathologie, une psychose finalement. Et l'intérêt de cette observation, c'est d'avoir pu être raccroché à des altérations neuronales qui ont été décrites à cette occasion-là. Alors justement, je parlais de Parkinson à dessein, parce que la grande différence, vous allez nous expliquer la grande différence des zones touchées. Alors, soyons encore une fois en CP, et dites-moi quelles sont les parties du cerveau qui sont touchées, et il y en a beaucoup, qui sont, parce que c'est plurilocal, hein, si j'ai envie de dire, quelles sont les parties du cerveau qui sont touchées dans Alzheimer? Alors c'est ça, vous touchez du doigt un point très important, c'est que finalement, on peut dire que toutes ces maladies neurodégénératives sont liées à une dégénérescence cellulaire. Oui. Mais selon le siège de cette dégénérescence, on va avoir telle ou telle maladie. Et la dégénérescence cellulaire, par exemple de la maladie de Parkinson, c'est une dégénérescence qui touche une toute petite région du cerveau qui est située dans la partie profonde du tronc cérébral qu'on appelle la substance noire. Voilà. Bon. Eh bien, c'est dans cette partie qu'il y a une dégénérescence des neurones qui synthétisent de la dopamine dans la maladie de Parkinson. C'est pour ça qu'on donne de la dopamine pour... Et ça marche. Et ça marche. Bon. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est un peu la même histoire. C'est une dégénérescence des neurones, sauf que cette dégénérescence touche une autre population de neurones, qui sont les neurones du cortex cérébral, c'est-à-dire de cette couche extérieure du cerveau, c'est-à-dire c'est l'écorce du cerveau, et c'est là que sont situés, je dirais, des neurones qui sont impliqués dans des modules fonctionnels. C'est au niveau du cortex cérébral que s'organisent les grands modules de l'intelligence, c'est-à-dire le module du calcul, les modules de l'écriture, le module du langage, le module de la reconnaissance des visages, de la reconnaissance des objets, de la réalisation des gestes, etc. Donc on a, si vous voulez, des régions de notre cortex cérébral qui sont impliquées dans des fonctions spécifiques. Et dans la maladie d'Alzheimer, comme il y a une atteinte de ces neurones, eh ben ces modules vont s'éteindre comme des lumières qui vont s'éteindre petit à petit. Donc on va avoir d'abord la lumière de la mémoire qui va s'éteindre, puis après on peut avoir la lumière qui correspond à l'usage des mots, puis il peut y avoir après la lumière de la reconnaissance, du calcul, etc. Et donc petit à petit, l'ensemble des fonctions cérébrales qui sont organisées au sein du cortex cérébral vont s'éteindre, et parallèlement, on voit souvent apparaître des troubles du comportement, ce qui fait que les patients vont être de plus en plus difficiles à prendre en charge, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une perte de l'autonomie de ces sujets qui ne peuvent plus finalement subvenir à leurs besoins, et donc cette perte d'autonomie détermine ce que nous appelons la démence en médecine, qui est un terme affreux. Alors, justement, expliquez que le mot démence, c'est pas ce qu'on croit, le mot démence. La démence en médecine, c'est pas du tout la folie, c'est pas du tout le dérèglement psychotique, c'est pas du tout ça. C'est simplement le fait, en médecine, de ne plus être capable de se prendre en charge, de ne plus être capable de remplir ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne, donc aisément quelqu'un qui a besoin d'être aidé dans les activités de la vie quotidienne.
Alors, je voudrais juste que vous reveniez une seconde sur ce que vous venez de nous expliquer, qui est très important sur la partie du cortex qui est touchée par l'Alzheimer. Et en fait, donc c'est une atrophie du corps cérébral qui résulte de la mort des neurones. On est d'accord, on a compris ça. Et alors, vous parlez de deux protéines. Oui. Je voudrais vraiment que vous nous expliquiez ça, parce que ça va expliquer pourquoi on peut pas forcément soigner facilement la maladie d'Alzheimer. Et on va pouvoir, voilà, c'est compliqué cette histoire de soins après, mais par contre, expliquez-nous bien ce que c'est que ces protéines, les plaques amyloïdes et de taux. J'ai vraiment besoin de comprendre ça. Si vous voulez, il semble que la maladie résulte d'une mauvaise conformation de ces protéines. Quand ces protéines sont altérées, elles sont mal conformées et finalement elles vont s'agréger. C'est-à-dire que le fait qu'elles soient mal conformées va créer des liens entre elles et ça va faire des amas. C'est des agglomérats de protéines qui deviennent comme des paquets qui sont déposés soit en dehors des neurones, ce sont des amas de protéines amyloïdes, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Soit à l'intérieur des neurones, ce sont des amas, des agglomérats de protéines tau. Donc, ça, imaginez, si vous voulez, c'est ça. Comme des verrues, quoi. Oui, enfin, c'est ça, des masses de protéines comme ça qui s'agrègent et qui finalement vont petit à petit entraîner des dégénérescences des neurones. La présence même de ces amas qui impliquent les terminaisons des neurones, eh bien, vont entraîner leur dégénérescence. J'avais dans le livre évoqué, si vous voulez, ça n'a pas d'allusion politique, mais comme les ronds-points. Vous voyez, et ces amas, c'est comme des embouteillages au niveau des ronds-points. Et on peut comprendre que si les différents ronds-points routiers sont dysfonctionnels, eh bien, il va y avoir à ce moment-là des embouteillages dans toutes les routes qui arrivent sur ces ronds-points. Et bien, c'est comme ça qu'il faut voir la maladie. Il y a ces amas de protéines qui entraînent une dégénérescence des neurones et petit à petit, les répercussions sur ces modules dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, donc, pourquoi, comment on peut, alors on va, avant d'arriver aux soins, on va revenir un petit peu sur cette façon que vous avez de décrire la maladie, mais que vient faire l'hippocampe là-dedans? Parce que je suis très intéressée pour tout à l'heure, quand vous allez nous expliquer pourquoi c'est difficile de la soigner. Oui. Alors, vous nous avez parlé on peut pas faire de dessin ici, mais dites à nos auditeurs, qu'est-ce que joue l'hippocampe là-dedans? Quel est le rôle de l'hippocampe dans la maladie d'Alzheimer? L'hippocampe, c'est de façon un peu schématique et de façon un peu triviale, c'est ce que j'appelle le péage de l'autoroute des souvenirs. Tout ce que vous percevez, par exemple, là, en ce moment, ce que je suis en train de vous raconter, ou mon visage que vous voyez, eh bien, vous le percevez par des systèmes perceptifs qui sont visuels ou auditifs, en l'occurrence. Et cette information, qui est une information présente, va être envoyée comme un ballon de rugby vers un entonnoir qui est l'hippocampe. Et l'hippocampe reçoit cette information et va la faire pénétrer dans un système de neurones, dans un module de traitement qui va aboutir à leur stockage. C'est-à-dire que vous êtes attentive, donc vous percevez de l'information et vous allez la stocker, comme dans une banque. Et donc, l'hippocampe permet l'ouverture, si vous voulez, de ce coffre-fort dans lequel vous allez placer l'information. Et puis après, vous pouvez récupérer cette information et la ressortir. Donc, il y a, si vous voulez, il y a 3 mouvements. Il y a l'entrée, il y a le stockage et il y a la récupération. Eh bien, on peut avoir un trouble de la mémoire qui résulte de la perturbation de l'une de ces 3 étapes. On peut avoir des difficultés de mémoire parce qu'on a du mal à rentrer l'information, parce qu'on n'est pas attentif quand on est déprimé, par exemple, ou parce qu'on a un trouble du stockage, on a du mal à la garder dans le coffre quand on a la maladie d'Alzheimer, parce que l'hippocampe ne marche pas, ou parce qu'on a du mal à la récupérer. C'est Parkinson plutôt ça, non? Oui. La récupération. La récupération, vous avez raison. Ce sont les altérations frontales qu'on a dans le Parkinson ou simplement dans le vieillissement normal. Donc, notre travail, c'est de faire la part des choses. Et simplement, il faut rassurer nos auditeurs. La plupart du temps, quand on se plaint de sa mémoire, ce n'est pas de sa mémoire dont on se plaint. On se plaint de ses capacités attentionnelles. On ne fixe pas bien l'information au moment de sa saisie.
au moment du présentiel, parce que on pense à autre chose, parce qu'on est débordé, parce que on est sollicité par plein d'informations, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des troubles du sommeil. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas bien capter l'information. Si on l'enregistre pas, eh bien, on va pas la mettre dans le coffre. C'est ça. Donc, alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va faire une toute petite pause. On va parler donc, on va rassurer quand même nos auditeurs que quand on oublie quelque chose, on n'a pas forcément Alzheimer. On va parler de où on en est aujourd'hui du traitement. On va parler de tout ça dans une seconde. On va faire une petite pause. Je vais vous faire peut-être découvrir une chanson de Zaz. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson sur l'Alzheimer. Oui, et on entend derrière la voix de Annie Girardot. Je connais cette chanson. Incroyable. Je crois que c'est sur sa grand-mère, non? Ou c'est je sais pas, parce que oui, peut-être, mais c'est Annie Girardot qui parle. C'est très troublant. On y va. Merci, David. Parce que les gens qui sont là, ils savent plus ce qu'ils vivent, alors oh là là, ça me fait peur pour ça. Parce que j'ai peur. Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sanglote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. C'est une carrière MMA qui a duré 50 ans. Je me sens fripris. C'est dingue, hein? Ouais, c'est une belle chanson. C'est beau. Ouais. La voix qu'on écoutait derrière Zaz, c'était Annie Girardot. Vous êtes sur Judaïque FM dans l'émission L'Étoile et le Jasmin et je reçois ce soir le professeur Bruno Dubois pour parler de l'Alzheimer à partir de son livre La vérité sur la maladie du siècle. Alors, Monsieur Dubois, là nous allons aborder une partie là très très grave. Nous avons vu en première partie de l'émission très rapidement où se situaient les lésions de l'Alzheimer. Alors, comment on diagnostique cet Alzheimer? Parce qu'on coupe plus le cerveau. On n'a pas besoin de faire ce qu'avait fait Aloïs, et il a découpé le cerveau d'Auguste D. Non, nous, on peut aujourd'hui diagnostiquer. On évite de couper le cerveau. On évite de couper. Mais alors, comment on fait? Parce que, par exemple, moi, je viens vous voir à l'hôpital et je vous dis, écoutez, j'ai des pertes de mémoire incroyables, je me rappelle plus, etc. Ben non, je sais pas. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a une partie clinique, c'est-à-dire les symptômes, et puis après, il y a la biologie. On parlera après de la biologie. Allez. La partie clinique, si vous voulez, c'est faire la part des choses. C'est dégager le bon grain de livret. C'est-à-dire que la plainte de mémoire est un phénomène extrêmement banal. J'ai l'habitude, quand je fais des conférences grand public, de poser la question, en train de jeu, que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Bon. Personne ne lève le doigt. Tout le monde se plaint de sa mémoire tout le temps. Après 55 ans, c'est un phénomène qui est banal. Il est tellement banal qu'il est partagé par tous. Et j'irai même plus loin. Il est normal, puisque c'est la règle, et c'est la norme. Donc il est normal de se plaindre de sa mémoire. Ceux qui ne se plaignent pas, à mon avis, c'est même probablement un peu inquiétant. Donc si vous voulez, la plainte de mémoire est un phénomène banal partagé par tout le monde. En réalité, comme on vient de le dire juste avant, c'est pas une plainte de mémoire, c'est un trouble attentionnel. C'est parce qu'on n'a pas bien fixé l'information. Donc comme on l'a pas bien fixé, on ne se la rappelle pas, c'est normal. Donc mon travail va être de faire la part des choses et de contourner l'étape attentionnelle pour m'assurer ou pour vérifier que votre plainte n'est pas en rapport avec un déficit objectif de la mémoire. Donc je vais utiliser des tests qui vont me permettre de faire la part des choses. Et si je mets en évidence un déficit objectif de la mémoire, à ce moment-là, je vais vous prendre dans mon hôpital dans ma consultation pour ce qu'on appelle un hôpital de jour. On va vous faire
des examens un peu plus approfondis et on va voir si il y a d'autres modules, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, d'autres petites usines qui sont fragilisées, et on va vous faire des opérations mentales, on va vous faire on va vous faire dénommer des objets, on va vous faire réaliser des gestes, etc. Et on verra à la fin si ce trouble de mémoire est relativement isolé ou s'il est déjà associé à d'autres difficultés. Ainsi, on va pouvoir catégoriser le trouble et on rajoutera, si besoin est, des investigations complémentaires de type de neuroimagerie ou éventuellement de biologie. Alors on va faire des bilans biologiques standards bien sûr, comme on fait systématiquement pour toute consultation médicale, mais on peut aller plus loin et chez des sujets jeunes, chez des sujets chez lesquels on veut absolument la preuve du diagnostic de la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a des enjeux de prise en charge ou des enjeux personnels ou je ne sais quoi, eh bien on va pouvoir aujourd'hui l'authentifier par un geste qui est la ponction lombaire qui va nous permettre de repérer des anomalies, les fameuses anomalies sur les protéines dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut aujourd'hui, grâce à ces biomarqueurs de liquide céphalorachidien, affirmer le diagnostic de la maladie sans avoir besoin de découper le cerveau. Alors, juste une parenthèse. Là, on voit comment vous faites à votre hôpital pour détecter vraiment un Alzheimer. Et je rappelle que les gens peuvent avoir un Alzheimer à 40 ans. On avait vu ce très beau film de Zabou Breitman. Souviens-toi des belles choses qui nous avaient beaucoup marqué. Parce qu'elle était quand même très très jeune, la patiente. Parenthèse fermée. Lorsque vous découvrez donc que que j'ai Alzheimer, etc. À partir de là, vous allez me prendre en charge et me traiter. Mais avant de parler de ça, si vous détectez que je suis porteuse de la maladie, mais que je n'ai pas de symptômes encore, est-ce que vous allez me le dire? Alors, d'abord, je ne le détecterai pas parce que on ne fait pas cette enquête biologique en dehors de troubles authentiques, de troubles cognitifs authentifiés. Ça n'apporte rien que de faire cette enquête, sauf si on le fait dans le cadre de la recherche. Mais dans le cadre de la clinique, si vous venez de me voir et que vous dites, voilà, j'aimerais vérifier que je n'ai pas les anomalies biologiques de la maladie d'Alzheimer, je vous dis, je ne le fais pas. D'accord. En Amérique, ils le font pas, les gens riches qui veulent savoir si... En Amérique, ils le font, mais je trouve que là, ça pose un problème éthique qui est qu'on ne sait pas quel est l'avenir de ces sujets normaux chez lesquels on a mis en évidence cette anomalie biologique. Et c'est justement ce contre quoi je m'élève, c'est que, ne sachant pas quel est finalement le risque de développer la maladie quand on a les lésions, je considère qu'il ne faut pas aller dans cette démarche-là, car je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui a les lésions. Que lui dire? Il n'a rien, il n'est pas malade. Lui dire que les lésions qu'il a vont déterminer une maladie, je ne le sais pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place à la Salpêtrière une étude de cohorte de sujets qui ont accepté qu'on recherche dans le cadre de la recherche, la recherche médicale, les lésions de la maladie. 28% d'entre eux avaient des lésions de la maladie. Je ne leur ai pas dit ceux qui l'avaient, ceux qui l'avaient pas. Oui. On les suit. Et après 5 ans, moins de 10% ont évolué. Moins de 10% de ceux qui ont les lésions ont évolué vers une maladie d'Alzheimer, alors que ils ont en moyenne 76 ans lorsqu'ils rentrent dans l'étude. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que signifie le fait d'avoir des lésions dans son cerveau sans avoir les symptômes. C'est très clair. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à propos du traitement. Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il n'y a pas de traitement sur nos protéines? Qu'est-ce que vous pouvez toucher dans l'hippocampe et qu'est-ce que vous pouvez toucher pour soigner? Expliquez-nous un peu clairement. C'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas démunis aujourd'hui. On n'est pas démunis sur le plan de la recherche thérapeutique, puisque
En gros, et vous l'avez compris, c'est une cascade biologique, et si on ne connaît pas la cause de la maladie, on connaît l'ensemble des événements qui vont en découler. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de schématiser ça en disant que si on connaît pas A, on connaît B qui déclenche C, qui déclenche D, etc. Et on peut intervenir à différents niveaux de cette cascade et donc de bloquer le processus. Et c'est ce qui se passe, car aujourd'hui, on a des médicaments qui bloquent les fameuses lésions dont on a parlé tout à l'heure. Chez les gens chez nos patients que l'on traite avec ces médicaments, on voit, après 2 ans de traitement, qu'ils ont moins de lésions dans leur cerveau qu'ils en avaient à l'entrée. Donc, dans une certaine mesure, je pourrais vous dire que on sait traiter la maladie. Non, on sait traiter les lésions. Ah oui. Et le problème, c'est que cet effet sur les lésions ne semble pas s'accompagner d'effets sur les symptômes. Et c'est tout l'enjeu scientifique face auquel on est confronté. C'est qu'on a des médicaments qui sont actifs sur les lésions et qui n'améliorent pas pour autant les symptômes. Quelle est l'interprétation ? La première interprétation, c'est peut-être que les lésions sur lesquelles on travaille ne sont pas les bonnes et que ça n'a rien à voir avec les symptômes. La deuxième interprétation, et c'est plutôt la mienne, c'est que ces médicaments sont essayés et développés chez des patients qui sont trop avancés dans leur maladie. Et que, alors même qu'on améliore le statut lésionnel, il est peut-être, comment vous dire, un peu hors d'espoir que de penser que l'on pourra entraîner une récupération ou une régression des symptômes. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut maintenant se déplacer vers les états les plus précoces de la maladie. Et donc nous sommes dans cette démarche maintenant de traiter les patients le plus tôt possible, peut-être même avant même qu'ils aient les lésions. C'est-à-dire qu'ils aient les symptômes. Pardon. Les symptômes. Oui, parce que c'est pas très optimiste, hein, votre livre. Oui, enfin, vous êtes très honnête. Ben, je crois qu'il faut faire il faut faire le bilan actuel de tous les efforts thérapeutiques qui ont été déclenchés au cours de ces dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucun des médicaments qui ont été essayés, et Dieu sait que les laboratoires ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de recherches dans cette approche thérapeutique, et bien pour l'instant, aucun de ces médicaments n'a montré une efficacité depuis 15 ans. Bon, j'ai compris qu'il fallait pas aller s'aérer et faire du jogging pour prévenir l'Alzheimer. Ça, c'est une vraie bêtise absolue. On entend tellement de bêtises que c'est complètement ridicule. Que la prévention, bon, c'est avoir une vie saine, mais ça veut rien dire. On sait pas, c'est ridicule. Où en est la recherche ? Bon, bah écoutez, de toute façon, vous êtes le premier. Parlez-nous juste, avant de finir cette émission, de votre centre mémoire. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent ? Juste quand même, je voudrais quand même pas donner une image négative, parce qu'il y a encore des médicaments qui sont en développement et dont on attend beaucoup. Ce sont des médicaments qui sont développés justement sur des phases très très précoces de la maladie, et ces résultats sont très attendus et vont peut-être enfin apporter une réponse positive. Alors pour ce qui est du centre, moi je pense que ce qui est important, c'est d'évoluer vers des structures de calcul de risque, d'identification de risque chez des sujets encore normaux, car ma conviction, c'est que chez ces gens-là, qu'il va falloir essayer ces médicaments dont on a montré qu'ils étaient actifs sur les lésions avant qu'ils rentrent dans la maladie, pour voir si on arrive à empêcher ou décaler l'entrée dans la maladie. Parlez-nous une seconde de votre centre mémoire à la Salpêtrière. Par exemple, est-ce qu'on peut, si on a quelqu'un qui est malade, parce que c'est l'entourage qui s'en rend compte, on a oublié de le dire. Hein. Mais absolument. Et donc il y a aucun problème. On prend rendez-vous au centre, ça s'appelle l'Institut de la mémoire. On va à l'Institut de la mémoire où il y a 13 neurologues qui voient les patients, et on a un hôpital de jour, et on a toutes les structures hospitalières cliniques standards pour prendre en charge ces patients et surtout leur permettre de rentrer dans des protocoles thérapeutiques. À l'hôpital de la Salpêtrière, et c'est un bâtiment à part, C'est un bâtiment à part, absolument. Bon, écoutez, chers auditeurs, je suis désolée, on aurait pu y passer des heures parce que c'est juste absolument passionnant. C'est un livre quand même de 400 pages que j'ai résumé en une demi-heure avec le professeur Dubois. C'était pas très facile. J'espère qu'on vous a donné envie de vraiment vous précipiter sur ce livre, parce qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui est touché par l'Alzheimer. Tous. Ça s'appelle l'Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, par le professeur Bruno Dubois, aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, c'était un bonheur de vous avoir. Merci, chère madame. J'espère qu'on continuera cette discussion si on en a l'occasion, et vous reviendrez, parce que l'avancée de la recherche, moi j'y crois.
Eh bien, très bien, vous avez raison. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous. L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.